ne le présente plus. C'est une figure historique de la politique au Tchad. Il a été tour à tour révolutionnaire, opposant, ministre, et aujourd'hui, il est conseiller diplomatique du président Idriss Déby Itno. Yalchet Pras reçoit Cheikh Ibn Omar. Bonjour, monsieur Cheikh Ibn Omar. Comment on se sent une fois au pays après un si long exil, et je dirais une si grande discrétion? C'est vraiment, au point de vue sentimental, très difficile à décrire parce qu'il y a un mélange d'abord la joie, le bonheur de retrouver le sol natal qui est presque une seconde naissance, et en même temps il y a un peu quand même de tristesse par rapport à toutes les personnes qui ont disparu entre-temps. Et le pays a énormément changé. La ville de N'Djamena, physiquement et sociologiquement, c'est une nouvelle découverte. Je dis souvent que c'est un Tchad nouveau que je découvre après tout ce temps. Donc, c'est un mélange vraiment très fort de sentiments assez indicibles. Et d'abord le bonheur, comme je le disais, et aussi quelques interrogations, parce que quand même il y a des mutations, surtout dans les mentalités qui sont quand même parfois assez déroutantes. Et pourquoi avoir choisi de rentrer maintenant? La fatigue de l'exil? Ou il y a d'autres raisons? D'abord, moi je n'ai pas choisi l'exil. J'étais en exil certes, mais ce n'était pas un choix, encore moins un projet politique de renversement du pouvoir par les armes. Cette page, je l'ai vécue, mais je l'ai tournée il y a des décennies de cela. Je me suis trouvé en exil pour des raisons purement sécuritaires. Il y a eu une série d'événements dans lesquels j'étais involontairement, mon nom a été involontairement mêlé, et je me suis senti que j'ai senti que je n'étais pas tout à fait en sécurité au pays. Je me suis trouvé à l'extérieur, et pendant toute cette période, j'attendais l'occasion de revenir, et malheureusement, bon, ça a été un peu long, mais comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Et après la publication de l'ordonnance d'amnistie du mai-juin 2018, suite aux recommandations du Forum du dialogue national qui s'était déroulé donc, au début de la dite année, j'avais tiré la conclusion que je n'avais plus d'inquiétude au point de vue de ma sécurité physique, et qu'il fallait que je rentre. L'occasion s'est présentée. Au-delà de ça, sur le plan purement politique, je pense que beaucoup de compatriotes tchadiens, même africains dans la région, n'ont pas encore tout à fait intégré la nouvelle donne internationale. À savoir que le défi actuellement immédiat pour nos États, ce n'est pas celui de la mauvaise gouvernance ou du changement politique, mais celui vraiment de la menace de destruction de nos institutions, de nos États, même de nos sociétés, suite au terrorisme. On y reviendra sur cette question, mais d'abord sur le terrain politique. Beaucoup vous attendez un peu sur le terrain politique et ils sont un peu dessus. Qu'est-ce que vous leur dites? Dans le sens d'animer un peu la vie politique. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites? Oui, parce que les gens, quand on est un homme politique, les gens vous jugent et vous apprécient en fonction de leurs propres aspirations et non pas de votre réalité à vous. On entend souvent la phrase « les politiciens sont ceci, les politiciens sont cela », comme si on était une race à part qui a un ADN différent des autres humains. Et les gens qui disent qu'ils sont dessus, ou que vous s'attendaient à ce que je fasse ceci ou cela, je répondrai que tout simplement, ils ne suivent pas mes déclarations et mes écrits. Moi, depuis des décennies, je n'ai jamais prétendu animer un mouvement politique, être un leader, encore moins avoir une solution miracle. J'ai toujours répété ça à plusieurs reprises, que
peut-être j'ai une petite expérience et puis la responsabilité d'être citoyen de ce pays, donc apporter sa contribution d'une façon ou d'une autre, mais je n'ai jamais prétendu apporter une solution ou apporter une formule nouvelle, mais bon, quelque part je comprends cela aussi et ça me rassure aussi parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui ont de la considération pour moi, qui pensent que je peux apporter beaucoup, mais ma réalité m'oblige à être beaucoup plus modeste. Pourtant, vous avez été quand même un leader politique assez important, une grande figure de la politique au Tchad. Oui, mais le contexte était différent. Dans les années 70 et 80, jusqu'à la fin des années 80, c'était l'héritage du Folina. Et je dis toujours, quand on était jeune étudiant, celui qui ne s'engageait pas dans la lutte révolutionnaire était presque un mauvais citoyen, pour ne pas dire un lâche. Donc c'était un contexte où c'était la lutte révolutionnaire qui était mise en avant avec les devoirs qu'on sait. Mais cette page est tournée depuis très longtemps. Maintenant, depuis les années 90, on parle plutôt de la lutte civile démocratique, dans laquelle je n'ai pas beaucoup d'expérience, même si en tant que citoyen, j'ai le droit de me prononcer ou de contribuer. Mais je ne me sens pas investi d'une mission particulière dans ce contexte-là. Monsieur le conseiller, les élections législatives s'approchent. Porterez-vous une couleur politique au moment venu ou battrez-vous campagne pour un camp ou un autre? Ou bien resterez-vous complètement à l'écart? Ouais, c'est difficile parce que, honnêtement, jusque-là, aucune organisation politique ne m'a sollicité pour battre campagne ou soutenir des candidatures, encore moins d'être candidat. Évidemment, en politique, c'est difficile de dire je ne ferai jamais ceci ou cela. Et puis, c'est vrai aussi sur le plan symbolique, toutes nos générations, comme vous le dites, nous sommes partis, moi et d'autres, sont partis de l'histoire politique tchadienne. On a même monopolisé la scène politique pendant longtemps, mais au fond, personne ne nous a élus. On ne s'est jamais frotté au suffrage universel. Donc, il y a une petite musique quand même qui dit que si, avant de partir définitivement à la retraite, si je peux me frotter au suffrage populaire pour au moins, pas forcément gagner, mais pour savoir l'écho des propos que je peux tenir, symboliquement, oui, c'est une petite tentation. Mais sur le plan pratique, ça n'entre pas du tout dans les priorités de mes projets, ni même une nécessité pour la contribution à l'œuvre nationale qui peut être vraiment multiforme et je suis très bien dans la situation actuelle. Vous êtes conseiller diplomatique, vous êtes un ancien ministre des Affaires étrangères, vous êtes diplomate aussi. Et que pensez-vous de la diplomatie tchadienne qui est beaucoup plus, depuis un certain temps, portée sur une diplomatie, je dirais, des tankières entre guillemets, c'est-à-dire une diplomatie militaire où on envoie des armées dans le tanks. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une nécessité. Moi, je dois reconnaître que sur ce point, le président Idriss Déby Itno a été vraiment un pionnier. Quand il y a eu déjà les soulèvements en Libye en 2011, il est dans le cadre de ce qu'on appelait les printemps arabes. Tout le monde pensait que vraiment c'était une ère, une respiration nouvelle qui s'installait là. Et le président Déby, vous vous souvenez, à l'époque, avait mis en garde la communauté internationale en disant que Kadhafi, quels que soient ses défauts, dont le Tchad a été un peu victime aussi, détruire l'État libyen, ce serait non seulement plonger la Libye dans le chaos, mais créer une onde de choc extrêmement négative dans toute la région. Ceux qui vous connaissent vous décrivent comme nationaliste. Vous avez dernièrement déclaré, par rapport au bombardement des troupes de Barkhane, comme quoi, je vous cite, les frappes récentes s'inscrivent dans la vocation de l'opération Barkhane.
Où est la souveraineté du pays, du Tchad? D'abord, je n'ai pas dit que ça s'inscrivait dans le mandat de population de Barkhane. J'ai dit simplement que le droit international et la Charte des Nations Unies autorisent un gouvernement, quel qu'il soit, à faire appel aux forces de notre gouvernement quand sa stabilité est menacée. Ça ne demande pas qu'il y ait une base, ou bien qu'il y ait le G5, ou bien qu'il y ait un accord de coopération militaire. C'est comme ça que nous avons intervenu au Mali, par exemple. Si un gouvernement qui se sent menacé dans la stabilité des institutions, par une menace surtout militaire et transfrontalière, le droit lui permet de faire appel à quelque pays que ce soit. Le problème de la souveraineté, à partir du moment où c'est le Tchad qui a fait appel, moi je ne vois pas pourquoi on parle de problème de souveraineté, personne ne nous a imposé, etc. Sinon, quand on fait appel à des compagnies pétrolières qui viennent exploiter notre pétrole, ce n'est pas nos compagnies, ce n'est pas nous qui engageons les bénéfices, donc on peut parler de notre souveraineté aussi. Parce que c'est l'italien. La langue que nous parlons n'est pas notre langue. On peut parler de souveraineté culturelle aussi. La monnaie, elle est moitié notre monnaie. On peut parler. C'est-à-dire que la souveraineté, c'est qu'à partir du moment où un État décide souverainement, c'est le cas de dire, d'établir tel ou tel type de relation avec un autre État, notre organisation, on ne peut pas parler des problèmes de souveraineté. Moi, je comprends en ce moment, ces dernières années, il y a une espèce de frilosité au niveau de la jeunesse africaine pour tout ce qui est action militaire, surtout venant de la France et de l'Occident en général. Mais je pense que c'est un problème qu'il faut placer plutôt dans un cadre politique, psychologique et socio-économique ou même idéologique qu'un problème de souveraineté. C'est un sentiment au niveau de la jeunesse africaine qui est irrité par le fait que 60 ans après les indépendances, on n'arrive pas à défendre nos territoires, à avoir notre propre monnaie, à avoir nos propres compagnies minières, etc. C'est un autre problème. Mais c'est juste que c'est parce que c'est les Tchadiens. Oui, ce sont des peuples tchadiens qui ont été armés en dehors du territoire tchadien par des milices équipées et qui viennent attaquer l'armée tchadienne. Donc ce n'est pas un mouvement syndical tchadien. Bon, je ne dis pas que c'est la meilleure solution. Moi, personnellement, j'ai toujours souhaité qu'on tourne cette page de la violence et que vraiment le débat soit, j'emploie toujours le mot, démilitarisé au Tchad. Et ça c'est un autre cas. Mais on ne peut pas dire que le Tchad, parce qu'ils sont des Tchadiens qui s'arment à l'extérieur, par des forces extérieures et qui traversent la frontière avec l'objectif de renverser le pouvoir, et que si le Tchad intervient, c'est qu'il intervient contre ses citoyens. Je pense que c'est une logique qui est assez légère et qui n'est pas convaincante. On l'a dit au début, plus de 4 décennies de présence politique. Vous avez une grande expérience. D'habitude, les hommes politiques tchadiens n'écrivent pas leurs mémoires. À quand la mémoire de la chef de mémoire? Vous le verrez quand ça paraîtra. Vous confirmez que vous êtes en train de travailler sur votre mémoire alors? Non, mais pourquoi mémoire? On peut écrire beaucoup de choses. Mémoire, ça veut dire. C'est pas un roman, non? Oui, bon. C'est vrai qu'il y a un déficit de ce côté. Et je retiens l'injonction qui est répétée souvent à tous les gens de ma génération. Écrivez vos mémoires. Moi, je crois qu'il faut saluer le mérite de ceux qui l'ont déjà fait, comme le président Goukouni ou le général Adam Togoy ou le frère Karonté Diarma, enfin, j'en oublie, mais je parle de la vieille génération. En arabe, récemment, j'ai lu les souvenirs du général Bahar Danda, qui était un des compagnons d'Ibrahim Abacha, le fondateur de Foulila. Donc, ça vient petit à petit, et je crois que l'interpellation est tout à fait légitime, chaque chose en son temps. Ça fait 1 an que vous êtes là. Votre mot de la fin? Moi, c'est mon appel, surtout en direction de la jeunesse. Je pense que tout a un prix. Dans cette vie, rien n'est facile et rien n'est rapide. Donc, vraiment, je demande à la jeunesse de comprendre, d'avoir le goût de l'effort. Avec la récompense ou le privilège qui est acquis sans effort a moins de goût et moins savoureux que ce qui est acquis
péniblement et progressivement. Donc je lance à la jeunesse l'appel d'éviter les voies de la facilité et vraiment de se construire un avenir basé sur l'auto-formation, la discipline, l'intégrité, la patience et je répète, le goût de l'effort. Yaltchad Presse, restez bien informés. Vous voulez les vraies infos sur le Tchad? Nous aussi. Yaltchad Presse est un journal d'information et d'opinion numérique indépendant. Nous sommes des professionnels, nous collectons les informations puis les vérifions pour vous. C'est la base de notre travail. C'est ce qui fait notre crédibilité depuis 1999. Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous décrypterons l'actualité quotidienne pour vous offrir une information objective, fiable, indépendante, sans concession. Yaltchad Presse, informez-vous pour de vrai.